Oui, je crois que l'héritage colonial est plus lourd qu'on imagine. La première chose à laquelle on pense quand il s'agit du Rwanda, c'est que ce sont les Belges qui ont durci. Les divisions entre les Hutus et les Tutsis existaient déjà, mais les Belges les ont durcis sur le plan administratif, organisationnel, en mettant la mention de l'ethnie sur la carte d'identité. Alors qu'avant, c'était des rapports d'un autre ordre, de fidélité, d'appartenance, mais qui n'étaient pas du tout antagonistes. Et ce sont les Belges, en durcissant ces rapports, en faisant des calculs de population, les uns sont minoritaires, les autres sont majoritaires, et la démocratie, c'est donner le pouvoir à la majorité. Ils ont en quelque sorte durci et créé des antagonismes. Je crois il faut rappeler que finalement, la colonisation est un phénomène qui n'est pas si ancien que ça. C'est seulement dans les années 1880 que les premiers explorateurs arrivent au Rwanda et au Burundi, parce qu'avant c'était des royaumes qui étaient isolés, qui n'avaient pas beaucoup de contact avec le reste du monde. Et lorsque les Allemands d'abord et les Belges ensuite arrivent, ils sont surpris par le degré d'organisation de ces pays, par la royauté, par la manière dont ces pays fonctionnaient. Et en essayant de comprendre, ils projettent leur propre image de ce qu'est un pays, une nation. D'abord, ils tracent des frontières là où il n'y en avait pas, où les gens traversaient des territoires, il y avait des liens de suzeraineté, de fidélité, un peu comme au Moyen-Âge chez nous, où les frontières n'étaient pas définies. Donc on trace les frontières, on nomme les gens. Les Allemands ne le faisaient pas trop, mais les Belges vont durcir cette appartenance ethnique, et à partir de 1930, ils nomment les gens, les Hutus, les Tutsis, ils donnent des cartes d'identité, ils inscrivent la mention ethnique sur les documents. Et là, c'est un passeport pour l'identité, c'est aussi un passeport pour le génocide, parce qu'on découvrira après, lors du génocide des années 90, que les gens se font tuer sur base de ce qui est écrit sur leur carte d'identité. Et donc l'instrument de mort est finalement un instrument qui a été imposé à ces populations par le fait colonial. Je pense que par rapport à d'autres pays, peut-être la France, la Belgique est allée plus loin. Donc on ne doit pas trop accabler la Belgique, parce qu'elle a tout de même eu le courage de faire une commission consacrée au Rwanda, où bien sûr on a examiné les responsabilités et les erreurs de la Belgique au moment du génocide ou avant, mais on est aussi revenu en arrière avec, je crois, le plus d'honnêteté possible dans le contexte belge, parce que ça reste sensible, ça reste conflictuel, et la Belgique a fait la Belgique en tant que telle, si vous voulez, a fait acte de courage par rapport à cette mémoire. Elle a fait acte de courage aussi en examinant le souvenir de Lumumba, les responsabilités de la Belgique dans l'assassinat de Lumumba, en créant aussi une commission qui n'est pas abouti à un consensus, mais enfin, sur la colonisation, sur le fait colonial. Et donc, je pense que la Belgique d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle s'est rachetée, mais elle est allée assez loin dans l'examen de son attitude, et dans l'examen aussi l'analyse des conséquences que ça a pu avoir. Dans le cas du Rwanda, la tragédie du Rwanda était tellement prégnante pour l'opinion belge. C'est presque une chiffre, c'est un échec de notre colonisation, et c'est aussi, moi j'appelle ça un miroir renversé, parce que du point de vue belge, on estimait que donner le pouvoir à la majorité, c'est ça la démocratie. Or ce n'est pas ça, c'est le respect des minorités, c'est le vivre ensemble, c'est autre chose. Et donc la Belgique a vécu la tragédie du Rwanda comme une mise en cause d'elle-même, en quelque sorte. Donc il était urgent d'aller au fond des choses, de faire cette commission. Pour la France, c'est un peu différent. Je pense que la France a mis du temps, elle n'est pas au bout de la tâche, elle a mis du temps à examiner le fait colonial. Quand vous voyez aujourd'hui les débats qui concernent l'Algérie, par exemple, on se rend compte qu'on n'est pas encore très loin en France dans l'examen, l'analyse. On n'est pas dans la sérénité non plus, et dans la distance, aussi parce que des descendants des colonies françaises sont très présents en France, ils sont présents dans le débat public, ils sont présents dans le monde du travail, ils sont présents aussi dans les relations économiques, dans les relations de dépendance à l'égard de la métropole, dans les velléités de séparation, d'indépendance dans le cas de le Mali, le Burkina, des pays du Sahel. Donc on est encore dans la phase de divorce, si vous voulez, du point de vue français, alors que pour la Belgique est un peu plus loin. Dans les larmes et la douleur, le divorce avec le Rwanda
a été consommé, on a tiré les choses au clair et il y a plus de sérénité. Moi, je pense que l'Europe, les pays, les États comme la Belgique et la France, rien que, ne serait-ce que au nom du passé, au nom de certaines de nos responsabilités, la Belgique durant toute la période coloniale, la France tout de même, le rôle qu'elle a joué pendant le génocide au Rwanda, où elle s'est alignée sur le pouvoir extrémiste, elle a soutenu le pouvoir Hutu extrémiste jusqu'au bout, elle a aidé à déplacer les réfugiés Hutus du Rwanda vers le Kivu, où ils ont provoqué les crises que l'on a connues et où la situation n'est pas réglée jusqu'aujourd'hui. Rien qu'au nom de ces erreurs anciennes, la France devrait s'engager davantage et la Belgique, elle devra aller plus loin qu'un simple point de vue humanitaire ou moraliste. Elle devrait agir plus au niveau international pour essayer de ramener la paix dans cette région parce qu'elle a été un acteur et aujourd'hui, elle devrait faire partie de la solution. Mais ça dépend. Moi, je crains que, surtout aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a concurrence dans le champ politique, il y a concurrence dans le champ des émotions, de l'indignation. Il y a d'autres crises dans le monde, il y a l'Ukraine, il y a Gaza, il y a d'autres sujets. Et donc, l'espace qui est réservé à l'Afrique centrale devient un espace qui se définit uniquement en termes d'humanitaire, de compassion, du nombre de réfugiés, du nombre de femmes violées, et tout ça. Alors que la crise, elle est essentiellement politique. Et donc, je pense que la presse se laisse un peu emporter, et à juste titre, on le comprend, par l'émotion humanitaire et la solidarité humaine, ce qui est très bien, mais ne suffit pas. Il faut aller aux causes du problème, il faut essayer de trouver une solution politique, et certainement pas, comme on le fait aujourd'hui, se défausser sur les Américains, sur le plan Trump, sur le deal de M. Trump qui n'y connaît rien, mais qui se dit qu'il va faire du commerce avec tout le monde et qu'on va arranger les choses comme ça. Donc ça, c'est un peu facile de se défausser. Et même Paris, le président Macron a consacré une conférence à l'Afrique des Grands Lacs, à la situation au Kivu, mais c'était sur le plan humanitaire. Et ça aboutit à quoi? À réclamer que des avions puissent arriver à Goma et apporter de l'aide humanitaire. Ce qui est très bien, mais c'est un aspect des choses. Le fond du problème n'est pas là. Ce qui joue, ce n'est pas seulement la distance, ce n'est pas seulement la lassitude devant une crise qui dure aussi longtemps, ou la paresse intellectuelle, le refus de comprendre, ce sont aussi les intérêts. Je pense que les pays développés, l'Europe, a des intérêts très précis, en particulier au Congo, et ces intérêts s'appellent les minerais, ça s'appelle le coltan, le cobalt, le lithium, le colombo-tantalite, tous ces minerais dont nous avons besoin pour notre industrie, pour l'électronique, pour l'industrie de pointe. Et donc, on ferme les yeux sur cet aspect-là, on met l'accent sur les besoins des gens, les femmes violées, les besoins humanitaires, et c'est tout à fait légitime, mais il faudrait peut-être aussi être conscient de l'apport économique de cette région du monde à notre propre développement, à notre avenir lui-même, l'avenir dans la technologie, dans les technologies de pointe. Mais de cela, on ne parle pas. On dit non, on fait un memorandum of understanding et on fait un accord global, mais la vraie question, elle est ailleurs. C'est que l'Europe n'entend pas se laisser supplanter par les Chinois qui sont en train, dans ce qui concerne le Congo, de mettre la main sur toutes les richesses de minerais. Ils sont déjà extrêmement présents au Katanga. Et si nous, on n'y va pas, si on se distrait, on est distrait, les Chinois ou d'autres puissances mondiales vont intervenir. Déjà maintenant, il y a compétition avec les Américains. Et donc, il y a un devoir moral, mais il y a aussi une obligation économique de s'intéresser à ces pays, de les stabiliser et de consentir à des relations économiques justes, stables, dans lesquelles le développement des populations elles-mêmes est pris en compte. On ne souligne jamais assez, c'est que les Congolais, dans cet immense pays qui a été dessiné par la Belgique, qui a été créé par la colonisation, les Congolais tiennent à l'ensemble de leur pays et qu'il y a une nation congolaise qui existe, il y a une conscience nationale et qui s'oppose à toutes les tentatives de démembrement
d'isolement et de séparatisme, et qu'aujourd'hui, à nouveau, peut-être plus que jamais, la menace d'éclatement du Congo est réelle, que les Congolais ne le souhaitent pas, et je pense que la responsabilité d'un pays comme la Belgique, ancienne puissance coloniale, c'est de soutenir ce désir d'unité du Congo. Il en va bien sûr de l'intérêt des Congolais, mais je pense que si le Congo éclate, la paix ne sera jamais une réalité dans l'ensemble de l'Afrique centrale. Ce sera un précédent et on risque d'avoir un morcellement de tout le cœur du continent.